21h11 sur iTélé, c'est l'heure d'On ne va pas se mentir. Nos débatteurs nous ont rejoints sur ce plateau pour un On ne va pas se mentir spécial consacré ce soir à cette proposition de résolution de reconnaissance de l'État palestinien qui sera présentée au vote du Parlement français. Demain, une reconnaissance de l'État palestinien. C'est un projet qui fait débat. Le gouvernement n'était pas convaincu de son opportunité avant de finalement le soutenir. C'est la gauche qui est à l'initiative au Sénat et à l'Assemblée nationale de cette résolution. Elle sera donc votée demain. Pour rien, puisqu'il ne s'agit pas d'un vote contraignant. Pas pour rien, car le symbole sera très fort, dévastateur et semeur de troubles, selon ceux qui critiquent ce projet et qui accusent la gauche de manœuvre politicienne. Salvateur et propre à relancer le processus de paix au Proche-Orient, d'après ceux qui le défendent. Eh bien, on va en parler donc avec nos invités ce soir. Olivier Faure, bonsoir, député de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti Socialiste, habitué de ce plateau. Gilles-William Goldnadel, bonsoir, président d'Avocats sans frontières, également un peu sur ce plateau représentant de l'UMP. Esther Benbassa, bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Vous êtes à l'origine au Sénat de cette proposition de résolution. Et puis Philippe Vigier, bonsoir, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. On est ravis de vous recevoir ici puisque c'est une première. Christelle Bernot est avec nous également en direct et en duplex de Jérusalem. Elle nous dira comment cette proposition de résolution est accueillie là-bas. Et puis, si vous voulez participer à ce débat, eh bien, vous le faites avec le mot dièse ou hashtag ONVPSM. Et normalement, tout fonctionne ce soir. Vos tweets devraient s'afficher à l'antenne. En tout cas, nos équipes se dévouent pour cela. Reconnaître l'État palestinien, d'autres l'ont fait avant nous, d'autres pays, d'autres parlements, la Suède, l'Espagne, l'Irlande. Pourquoi ? Peut-être commencer avec vous, Gilles-William Goldnadel. Pourquoi ce débat est-il si épidermique en France? Pourquoi c'est si difficile en France d'imaginer une reconnaissance anticipée de l'État palestinien, puisque le processus de paix est bloqué, n'est pas arrivé à son terme et que les frontières de cet État ne sont même pas définies? Bon, d'abord, le mot anticipé prend tout son sens. C'est parce que c'est anticipé. Maintenant, pourquoi c'est épidermique? Parce que, sans doute, pour des tas de raisons, que le conflit israélo-palestinien en France rend fou et rend violent. Et c'est principalement au nom de cette constatation que je pense beaucoup de mal d'une démarche que ces promoteurs eux-mêmes considèrent comme purement symbolique. Alors, est-ce qu'un symbole vaut la peine d'entraîner autant de risques ? Je dirais non, mais en même temps, je dirais que je ne suis pas surpris. Lorsque je vois, par exemple, qu'au Sénat, ce sont les Verts de Mme Benbassa et les communistes qui sont à la manœuvre, eux-mêmes qui, lors des manifestations... en face de vous, Mme Benbassa. Oui, vous pouvez la regarder. Hein, oui, il se trouve que je préfère vous regarder, Audrey Pulvar. Allez savoir pourquoi. Ici, on ne se ment pas, on se dit des choses, mais on est aimables quand même les uns avec les autres. Écoutez, pour l'instant, je ne crois pas avoir été spécialement injurieux. Alors, je vous laisse aller au bout de votre phrase. Ça venait. Pardon ? Ça venait. Je vous laisse aller au bout de votre phrase. C'est que vous considérez que les choses qu'on vous dit avec vérité, sont peut-être injurieuses. Je suis pas loin de... Non, les verts de Madame je ne suis les... Oui, non, mais vous êtes... Alors attendez, allez, non, mais vous terminez votre pas propos. d'aller jusqu'au bout de mon propos. Je dis que Madame Benbassa et ses Verts sont en pleine cohérence dans l'irresponsabilité, puisque ce sont ces Verts qui, au mois de juillet, défilaient dans les rues de Paris ou dans les rues de Sarcelles avec les sympathisants du Hamas au milieu mais c'est la réelle. Non mais ça, je comprends que ça vous gêne, ça tombe bien. Ça me gêne pas du tout. Ça tombe bien, ça devrait horriblement vous gêner. Bah, ça me gêne pas du tout. Il se trouve que je revois si vous assumez si vous assumez votre irresponsabilité de manifester au milieu des cris de mort aux Juifs, des drapeaux du califat, des drapeaux du Hamas et des drapeaux du Hezbollah, assumez, madame. Mais moi, vous êtes d'une cohérence parfaite. Gilles-William Goldnadel, on va essayer d'éviter, s'il vous plaît. Attendez, tous les deux, si vous permettez. C'est pas un débat. Tout ce que j'ai dit... dans les calomnies, tout ce que j'ai dit est l'exacte réalité, je comprends qu'elle... S'il vous plaît, Gilles-William Goldnadel, s'il vous plaît, Esther Benbassa, on va essayer de faire en sorte que
ce débat qui se veut constructif ne tourne pas en général, je n'interromps personne. Là, vous venez de le faire. Non. Non, mais moi, là, vous venez de m'interrompre. Après avoir été interrompu. Je vais juste, au bout de ma phrase, j'aimerais bien que ça ne se transforme pas en un affrontement entre vous deux. L'idée, c'est quand même d'échanger des idées. Alors, juste, si vous pouvez répondre très rapidement sur cette accusation, Madame Mbassa, et j'aimerais avoir la réponse à ma question. Pourquoi ce qui a été possible dans d'autres pays est aussi difficile en France? Il y a certainement de très bonnes raisons. Oui, écoutez, je ne vais pas répondre parce que c'est des mensonges. J'étais qu'à 2 manifestations autorisées, organisées par des associations où il n'y avait ni de Hamas, ni de drapeau, ni des cris mort aux Juifs. Voilà, j'assume ce que je fais dans la vie, donc je n'ai pas besoin de monsieur Goldnadel. Sur la question de cette résolution et des réactions très violentes qu'elle génère. C'est une question quasi historique, puisque, très brièvement, juifs et musulmans ont habité en Afrique du Nord, en Égypte, longtemps. Ces 2 communautés se retrouvent dans les mêmes quartiers dès les années 60, comme Sarcelles et d'autres villes. Et il y a tout le contentieux colonial derrière cela, puisque les Juifs ont obtenu dès 1870 la naturalisation française. Il y a tout un ensemble de choses qui font, surtout l'exil, le départ après la fondation de l'État d'Israël est vécu comme un exil, ce qui était vrai. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, encore, il y a une inimitié entre ces 2 groupes qui est quasiment, disons, je ne sais pas, tangible. La question, la période abominable et terrifiante de collaboration sous l'occupant nazi et les rafles et le fait que des Juifs, des enfants juifs en particulier, qui n'étaient pas réclamés par l'État allemand, aient été envoyés et trouvé la mort dans les camps. Ça compte aussi, j'imagine, dans la perception française de toute question liée à l'État d'Israël et liée au sort. Pas seulement. La majorité des Juifs de France sont d'Afrique du Nord et ne sont pas ashkénazes. Donc, n'ont pas vécu, mais enfin, ils ont échappé. Ils n'ont pas vécu ce qu'ont vécu les ashkénazes en France. Néanmoins, il y a cette réalité. Et deuxièmement, il y a le fait quand même que le judaïsme français soit très légitime. Il y a une époque où on disait que les Juifs de France étaient assis à la droite de Sharon. Donc c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui cette question est épidermique et rend le vivre ensemble quasi impossible. C'est depuis la seconde intifada. Mais Philippe Viguier, est-ce que pour autant le vote d'une telle résolution est impossible en France et pourquoi est-il si combattu sur le fond, sur le fait de reconnaître ou pas l'État palestinien en considérant que ça peut être une étape dans la relance du processus de paix? Non, je crois qu'il y a un sujet sur lequel on peut tous être d'accord, c'est qu'il faut une double reconnaissance à la fois de la Palestine et à la fois de l'État d'Israël et que ces États vivent en paix. Ça fait 66 ans qu'il y a de la guerre. À l'UDI, nous avons laissé la liberté de conscience, la liberté de vote pour chacun. Et demain, une majorité relative sera contre cette résolution et beaucoup ne prendront pas part au vote ou s'abstiendront. Pourquoi en fait? Pourquoi c'est si difficile? La première chose, en France, c'est un régime présidentiel. Donc la reconnaissance d'un État, c'est l'affaire du gouvernement. Et d'ailleurs, en écoutant Laurent Fabius, dont on connaît les talents de synthèse impossible, il ne nous a pas convaincus. Il a dit, le moment venu, on verra si oui ou non on reconnaît. Nous nous disons comment une simple résolution du Parti socialiste peut amener un plus dans la négociation internationale. Nous ne le passons pas. La deuxième chose, c'est la faillite de l'Europe. J'insiste là-dessus, c'est très important. On vient d'avoir la nouvelle composition de la Commission avec la haute représentante maintenant pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, qui a dit voilà, je souhaite vraiment qu'on trouve une solution pour reconnaître cet État palestinien. Mais où est la diplomatie européenne? C'était une chance formidable, vous voyez, cette Europe tant décriée, qu'elle soit capable de porter une ambition de tous ces pays. Et la troisième chose, c'est que vous parlez d'un certain nombre de pays européens dans lesquels il y a la résolution qui a été adoptée. Parlons une seconde de la résolution espagnole. La résolution espagnole, elle dit quoi? Elle ne dit pas la même chose que la résolution française. Elle demande, le cortège donc espagnol demande à l'État espagnol de reconnaître la Palestine dès le moment où Israël et la Palestine se seront mis autour d'une table pour engager des négociations. Vous voyez, donc il y a des différences par rapport à la résolution espagnole. Et ce dont je ne suis pas certain, c'est que cette initiative isolée serve vraiment la paix. Voilà, notre crainte, elle est là.
Alors, avant de vous faire intervenir Olivier Faure et de relancer le débat, je voudrais qu'on se rende justement à Jérusalem où nous attend Christelle Bernot. Bonsoir Christelle, on sait que le lien entre Israël et la France est particulièrement fort et que ce n'est pas neutre, que ce soit demain la France, le Parlement français qui vote cette résolution. D'ailleurs, Benyamin Netanyahou s'est directement adressé à la France et aux parlementaires français en leur demandant s'ils n'avaient finalement pas mieux à faire aujourd'hui. Alors comment est perçu ce débat de l'endroit où vous vous trouvez? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que la classe politique israélienne ou médiatique s'y intéresse? Oui, on s'y intéresse ici et Benyamin Netanyahou, Audrey, vous l'avez dit, a donné le ton. Il a parlé de grave erreur de la France et beaucoup d'Israéliens ici ne comprennent pas pourquoi ce vote, il ne sert à rien. Alors pourquoi faire ce vote puisque c'est un vote non contraignant qui ne changera en rien la position officielle de Paris. Dans la communauté francophone d'Israël, pour ces Israéliens, c'est un peu comme une gifle. Ce vote est aussi dangereux pour eux car cela renforce l'idée pour les Israéliens que les Palestiniens n'ont pas besoin de négocier. Donc pour les Israéliens, ça ne va pas aider à la reprise du processus de paix et ça va jeter de l'huile sur le feu entre Israéliens et Palestiniens. Et puis beaucoup d'Israéliens ne comprennent pas pourquoi reconnaître un État palestinien qui comprend le Hamas, puisque vous savez que le Hamas et le Fatah ont signé un gouvernement d'union nationale palestinien et le Hamas, ce mouvement islamiste, est considéré comme une organisation terroriste par l'État hébreu. Enfin, pour les Israéliens, c'est comme une ingérence dans leur vie politique. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, des Israéliens ont ouvert une page Facebook qui appelle les députés de la Knesset, le Parlement israélien, à voter pour la reconnaissance de l'indépendance de la Corse. Une manière de dire à Paris, occupez-vous de vos affaires. Merci Christelle. Vous restez avec nous pour éventuellement réintervenir dans ce débat. Olivier Faure, il y a plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais vous faire rebondir. Déjà sur ce que disait Philippe Vigier tout à l'heure quand il parle de cette résolution socialiste. Est-ce que justement, l'un des problèmes concernant cette résolution, ce n'est pas le fait ce n'est pas un texte commun du Parlement, ce n'est pas un texte commun de plusieurs groupes politiques, c'est une initiative des écologistes, des communistes et au Sénat et des socialistes à l'Assemblée nationale qui donne lieu à tout type d'interprétation, notamment à celui d'une forme de récupération politicienne. Mais il ne tient qu'à ceux qui se reconnaissent dans cette résolution de la voter et d'en faire autre chose qu'une résolution portée par les seuls partis de gauche. Mais ils seraient peut-être plus nombreux à s'y reconnaître s'ils avaient été plus nombreux à participer à son élaboration. On a toujours attendu les uns les autres, etc. Et que maintenant, ça suffit. Il faut avancer et qu'il faut un signal fort et que la France peut être à l'origine de ce signal-là. Philippe Vigier le sait bien. La semaine dernière, on était en débat ensemble à l'Assemblée. Contre l'avis, y compris de mon propre groupe, je suis monté à la tribune pour défendre la proposition de loi que lui avait déposée. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut avoir aussi le courage de ses convictions. Et donc, moi, ce que j'espère, et ce que Philippe Vigier l'a dit tout à l'heure, je ne veux pas lui mettre en défaut, puisqu'il a dit qu'il avait accordé la liberté de vote à ses propres parlementaires. Et moi, je souhaite que demain, cette résolution, elle soit effectivement adoptée par le plus grand nombre. Parce que plus la gauche, la droite, plus le peuple français se retrouvera sur cette résolution et plus elle aura de portée et d'efficacité. Parce que, effectivement, ça n'est qu'un symbole. Nous n'avons pas la capacité à régler de Paris ce qui se passe entre Israël et Palestine depuis plus d'un demi-siècle. Mais nous avons aussi une parole qui est particulière, celle de la France et celle du Parlement français. Le fait que demain, le Parlement français adresse ce signe aux partis en présence entre Israël et Palestine, c'est effectivement un moment important. Vous n'avez pas la sensation tout de même, et je pose la question à tous les deux, que ce type de résolution met de l'huile sur le feu dans un contexte national qui est de tout temps un contexte d'importation du conflit israélo-palestinien et d'exacerbation des passions autour de ce sujet? Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que, en fait, nous sommes dans une situation où l'absence de parole, y compris l'absence de position, de rappel de la position historique de la France, deux États, et puis... oui, deux États à l'issue d'un processus de paix. Alors là, le processus de paix est en panne. Le processus de paix est enlisé depuis... On a tous voulu faire confiance à cette négociation en face à face entre Israéliens et Palestiniens. Tout à l'heure, j'entendais dire, mais de quoi se mêlent les Français? Et pourquoi la communauté internationale s'intéresserait à ce conflit? Mais pour deux raisons. La première, c'est parce que, historiquement, la naissance d'Israël est elle-même née de la volonté internationale. Et deuxièmement, c'est que dans la région,
la prolongation de ce conflit est une source de conflit parce que beaucoup utilisent la cause palestinienne pour en faire l'instrument de leur rébellion. Et donc, il faut que ce conflit-là s'interrompe. Et c'est le moment. Esther Benbassa, pas de récupération politicienne, pas d'huile jetée sur le feu. C'est nous qui avons déposé en premier récupération politique. On est 10 au Sénat. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait récupéré. C'est plutôt la résolution qui a été récupérée à bon escient par le Parti socialiste. Oui, bien sûr, mais c'est formidable. Et je pense que là, si c'est un acte symbolique, c'est un acte symbolique aussi pour le vivre ensemble en France, parce que c'est un signal envoyé aussi en direction de toutes ces personnes qui s'adonnent à des dérives langagières et à des dérives antisémites. C'est montrer que on demande que deux États vivent côte à côte et que le Hamas peut être aussi neutralisé, parce que demain, on se mettra à la même table pour négocier, comme De Gaulle a négocié avec le FLN, qui était aussi un parti, c'était un groupement terroriste. Oui. On va parler de la neutralisation du Hamas tout à l'heure et de son rôle, justement, et du fait que cette organisation, qui est une organisation terroriste, félicite, par exemple, louange les auteurs d'attentats, notamment de ces dernières semaines. Gilles William Golnadel, bon, vous vous êtes éteint du coup, vous parlez plus. Je sais pas, dès que j'ouvre la bouche, je suis interrompu ou morigéné. Voyons, bien sûr. Je ne sais plus quoi faire. Bien sûr. Quelle est votre réaction à ce qui s'est dit on passe, à l'instant? Maintenant, c'est du prêchi-prêcha, le vivre ensemble. Quand j'entends Esther Benbassa expliquer pour quelles raisons ça se passe mal dans le conflit israélo-palestinien en France, et qu'avec une belle hémiplégie morale, elle jette toute la responsabilité sur les Juifs de France, qui sera à la droite de Sharon. Chacun sait bien entendu qu'en France, tout l'ensemble des musulmans se caractérise par la modération. Bien, donc je veux dire, ça fait 2 mois. Et pourquoi les musulmans? Juste une question, parce qu'on parle des Palestiniens. Monsieur Faure, Monsieur Faure, à tout hasard, Monsieur Faure. Non, mais je vais vous répondre. Madame Benbassa, pour expliquer pourquoi ça se passe mal au sein du conflit israélo-palestinien en France, a parlé des Juifs. Je ne sache pas que vous l'ayez interrompu pour lui demander pourquoi les Juifs. Donc, je pense qu'avec une belle cohérence, je rappelle que, pour le moins, et je suis dans un euphémisme excessif, il n'y a pas que les Juifs, il me semble, qui en France sont de temps en temps un peu excessifs. Je ne sache pas que ce soit eux qui aient mis à sac des magasins ou brûlé des lieux de culte d'un certain culte. Ceci étant, ceci fermement posé par rapport à votre interruption. Il faut une très belle outrecuidance morale, intellectuelle et politique pour s'imaginer que les députés français ou les sénateurs français vont résoudre le conflit centenaire israélo-palestinien. Il faut vraiment, même une belle outrecuidance de la part du ministre des Affaires étrangères qui finalement court après les députés socialistes pour dire que le conflit centenaire va maintenant pouvoir être résolu dans les 2 années qui viennent. Est-ce qu'on ne peut pas espérer que cette turbulence, relancent la question du processus de paix? Il y a une chose qui a été dite par mon voisin qui est vraie. La chose sur laquelle je m'accorde avec lui et avec beaucoup de gens, c'est que nous sommes évidemment pour une reconnaissance réciproque. Lorsque j'ai entendu que l'État d'Israël avait été créé de par la volonté, je ne sais plus qui. L'État d'Israël, à partir de novembre 1947, s'est créé notamment par son acceptation qu'à côté d'un État juif, il y aurait un arabe de Palestine, et c'est la partie arabe de Palestine qui continue, 60 ans après, de refuser ce fait-là. Philippe Viguier. Oui, non, ce qui est regrettable, un mot, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, cette résolution socialiste, ça sera malheureusement un coup de bâton dans l'eau demain. Je le répète parce que c'est au gouvernement à reconnaître cet État palestinien. Parce que nous sommes, une fois de plus, dans un régime présidentiel, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce que ça ne peut pas être une étape? Est-ce que le gouvernement, pour le coup, ne se sentira pas encore plus légitime? On fait les choses à l'envers. Et lorsque je suis intervenu la semaine dernière, j'ai d'ailleurs demandé à Laurent Fabius, quel est votre programme? Quel est votre calendrier? Comment ces négociations vont-elles être conduites? Et là-dessus, on n'a pas eu de réponse. La seconde chose, je voudrais dire Olivier Faure, j'ai entendu ce qu'il disait tout à l'heure, la voix de la France est entendue. Mais si cette résolution, elle avait été partagée sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, et vous en aviez la possibilité, vous l'avez fait la semaine dernière,
Rappelez-vous Catherine Coutel, représentante des droits des femmes, qui a déposé une proposition de résolution pour rappeler, 40 ans après la loi Veil, une figure emblématique de l'UDI, que l'IVG était une avancée considérable pour les femmes. Nous avons tous participé à la rédaction de ce texte. Et bien là, si on avait voulu donner de la force à ce texte, on aurait pu tous l'écrire. Et si cette résolution avait été à l'image de celle qui a été votée par les Cortes, par le Parlement espagnol, tous, on était capable de se rassembler. Et c'est ça qui est dommage. Et permettez une deuxième chose, pardonnez-moi, chers collègues. Une deuxième chose, c'est qu'il n'y ait pas un mot sur le Hamas. Et il faut que le Hamas aussi accepte de reconnaître cet État d'Israël. Parce que la paix, elle passera par là. Et je regrette que dans cette proposition de résolution, on n'en parle pas. Alors, juste sur la question de l'avortement, elle a aussi, cette résolution, créé beaucoup de remous. Si Christelle Bernot est encore avec nous depuis Jérusalem, une question, Christelle. Est-ce que Christelle Bernot est encore là? Oui, elle est là. Une question, Christelle. Est-ce que la proximité de ce vote, qui probablement aura lieu par le Parlement français, de cette résolution sur la reconnaissance d'un État palestinien, a tendance à resserrer les liens de la communauté française, mais même de la coalition autour de Benyamin Netanyahou? On sait que la coalition au pouvoir est très distendue, et notamment par le texte qu'a fait voter Benyamin Netanyahou récemment sur l'État national juif, qui ne fait plus l'État juif un État démocratique juif, mais d'abord un État national juif, et donc d'abord religieux. Oui, ça renforce la coalition autour de Benyamin Netanyahou. Il y aura peut-être des élections anticipées l'année prochaine, mais dans l'ensemble, les Israéliens sont contre ce vote des députés français et sont derrière Benyamin Netanyahou, même au sein de son gouvernement. Beaucoup à l'intérieur de cette coalition pensent aussi, comme le Premier ministre israélien, que ce vote de l'Assemblée nationale des députés français est une grave erreur. Et il y a un consensus autour de Benyamin Netanyahou sur cette question du vote français, et cela renforce certes la popularité, si je puis dire, en ce moment de Benyamin Netanyahou, qui est fragilisé, on le sait, par des dissensions à l'intérieur de sa coalition. Mais dans l'ensemble, les politiciens, les Israéliens sont derrière Benyamin Netanyahou sur cette question, et ils pensent tous que c'est une grave erreur de la part de la France, en tout cas du Parlement français. Merci Christelle de ces précisions apportées à notre débat depuis Jérusalem. Esther Benbassa, finalement, effet contraire à celui peut-être que vous recherchez, si cela renforce Benyamin Netanyahou? Je ne suis pas sûre, d'abord. Il y a eu, il y a quelques jours, 700 Israéliens connus, des intellectuels, écrivains, des anciens politiciens comme Abraham Burg, etc., qui ont demandé à ce que la France reconnaisse l'État palestinien, un État contigu à Israël qui vivrait, disons, en double coexistence. Le problème, enfin, là, on a l'impression qu'Israël est fait d'un seul morceau, tout le monde derrière Netanyahou, ce qui n'est pas vrai. Vous savez, je vais très souvent en Israël, j'ai grandi en Israël. L'opinion publique israélienne est très souple pour Oslo. Pour parler d'Oslo, ils étaient pour un État palestinien. Demain, ils le seront aussi si les choses avancent. Bien sûr, la société a été droitisée, et M. Netanyahou n'est pas si populaire que cela, puisque dans les sondages, il ne fait que baisser. Et troisièmement, j'ajouterais, je vous répondrai à vous, monsieur, j'ai demandé ce matin qu'il y ait un courrier de notre part et de la part des communistes pour faire un texte commun pour le 11 décembre au Sénat. Et l'UMP, monsieur, plusieurs personnes de l'UMP ont demandé de signer le texte. Je trouve que là, il y a un pas en avant. Alors, et si nous arrivons à cela, ça sera un vrai vote. On va écouter Olivier Faure. Je le demande, et j'ai même fait un article dans Libération demandant à ce que tous les partis rejoignent. On va écouter Olivier Faure, Esther Benbassa. La résolution. J'aimerais avoir son point de vue également, puis celui de Philippe Vigier. Je ne sais pas, enfin, je veux bien répondre sur l'histoire de la résolution, honnêtement. Et sur cet effet contraire dont nous parlait Christelle Bernot, et le resserrement de la coalition autour de Benyamin Netanyahou. Comme vient de le dire Esther à l'instant, en fait, on fait comme si Israël était un bloc unanime, avec des gens qui pensaient tous pareil. Et il y a encore un camp de la paix qui, certes,
s'est beaucoup rétréci depuis la mort d'Yitzhak Rabin et qui aujourd'hui donne moins de la voix. Mais c'est effectivement ces intellectuels, je pense aussi à ces diplomates, je pense à Barnavi ou à Zvili, qui sont d'anciens ambassadeurs d'Israël en France et qui ont appelé aussi à cette résolution et qui la souhaitent et qui souhaitent qu'aujourd'hui on puisse sortir en fait les parties en présence de leur conflit maintenant qui dure depuis trop longtemps et donc les aider à dépasser ce conflit en faisant en sorte qu'il y ait une initiative internationale, non pas pour que ça règle toutes les questions qui sont pendantes depuis 50 ans, évidemment ça se fera pas, mais pour peser sur y compris le fait qu'on puisse réinternationaliser la discussion de paix. Et donc, on n'est plus un face-à-face israélien-palestinien, mais qu'on est à nouveau une négociation qui prenne d'autres formes. À part les États-Unis, si l'Union européenne avait un rôle dans ce conflit, ça saurait quand même depuis. Elle ne l'a pas, mais elle pourrait l'avoir. Je vois aussi que la nouvelle ministre des Affaires étrangères européenne, italienne, Mogherini, est en train de changer là aussi et souhaite rendre à l'Europe une parole sur ce sujet-là. Alors on va en parler après la coupure pub. Vous restez tous avec nous de l'autre côté du poste et sur le plateau et on y revient avec d'abord la parole de Philippe Vigier au retour de la pub. On poursuit sur On ne va pas se mentir, consacré à la résolution sur la reconnaissance d'un État palestinien qui sera proposé au vote du Parlement demain. On parlait, en sortant de cette première partie de débat, du rôle de la communauté internationale, le rôle de l'Union européenne. Et je disais sous forme de boutade, mais quoique très sérieusement, si l'Union européenne avait un rôle à jouer dans le conflit israélo-palestinien, ça se saurait depuis le temps, parce qu'il faut bien dire que tout s'est plutôt passé à Washington quand il s'est passé des choses. Philippe Vigier, vous vouliez intervenir sur ce sujet. Oui, cette question. Avant de revenir sur le rôle de l'Europe, et moi je le regrette, moi qui suis à l'UDI profondément européen, c'est de dire que les peuples n'en peuvent plus, les peuples palestiniens, les peuples israéliens n'en peuvent plus depuis 66 ans, ces guerres avec ces violences, tous ces morts. Et donc il faut entendre aussi cette voix-là qui s'élève chez les peuples. Et d'ailleurs le ministre des Finances israélien, Yair Lapid, disait au mois d'août dernier qu'il fallait trouver une solution pour justement sortir de cette ornière. Et les centristes de Kadima ont dit cela. C'est pour ça que l'initiative qui a été prise par Netanyahou, on voit bien qu'il a fait une opération politique pour border sa droite et les orthodoxes. Mais au-delà de tout ça, et moi je regrette, je le dis vraiment à Olivier Faure, c'est pour cela qu'il fallait prendre une initiative très forte, française déjà, sur l'ensemble de la classe politique, et relayée immédiatement par l'Europe. Et c'est une fois de plus un fiasco européen. J'insiste là-dessus. Vous le disiez à l'instant, les Américains ne sont pas là ou peu là. Il n'y aura pas de processus de paix entre Israël et la Palestine s'il n'y a pas une Europe forte, s'il n'y a pas une présence des États arabes et s'il n'y a pas une présence des Américains qui sont là. Et ça, soit on est capable de le réunir, soit on n'est pas capable. On voit bien que depuis plus de 60 ans, la paix s'est fracassée à chaque fois sur des négociations impossibles. Il y a eu des avancées, à nouveau il y a eu des reculs. Et donc c'est pour ça que, par le bout de la lorgnette, uniquement une proposition de résolution socialiste, on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait un petit débat interne à la majorité pour savoir qui étaient les premiers qui avaient sorti cette résolution. Mais non, une telle cause nécessite vraiment qu'on soit capable de s'unir. Et quelle occasion manquée, et ce d'autant plus qu'en France, rappelons-le, c'est quand même le pays européen où il y a la plus grande communauté israélite, 600 000, la plus grande communauté musulmane, c'est la raison pour laquelle avec 6 millions de personnes concernées, c'est pour ça qu'on est sur un sujet où il y a évidemment un sujet qui est un brûlot, parce que chacun voit bien que si l'initiative est prise de façon isolée, elle peut conduire à encore plus de crises et à encore plus de violence sur le terrain. C'est ça notre crainte. Mais il y a 134 pays qui vont refuser. Ne serait-ce qu'isolé par rapport aux autres groupes parlementaires. On aurait eu la sagesse des Espagnols. On aurait eu la sagesse des Espagnols. Vous me le disiez à l'instant, quelques UMP vont signer aussi. Mais madame, c'est un régime parlementaire, le britannique, ici en France. Est-ce que oui ou non, François Hollande, demain matin, est-ce que oui ou non François Hollande va dire « je reconnais l'État palestinien » Et j'ai trouvé d'ailleurs que Laurent Fabius était très gêné dans ce débat. À aucun moment, il n'a pu vraiment dire quelle était la volonté du gouvernement. Il a une proposition, Laurent Fabius, on va y revenir. Gilles-William Goldnadel, on a quand même l'impression que le chemin de la paix, aujourd'hui, est totalement obstrué, après qu'il y a eu quand même des étapes, Oslo, Camp David, même le retrait de la bande de Gaza, la création de Kadima, tout ça semble aujourd'hui totalement à l'arrêt. Je suis le premier désespéré. J'entendais dire qu'Israël n'était pas un bloc. Dieu merci qu'Israël n'est pas un bloc. Dieu merci, il n'est pas aussi monolithique, par exemple, et malheureusement,
que le bloc arabo-musulman, sur la question israélo-palestinienne notamment. Ceci posé, celui qui vous parle était totalement favorable aux accords d'Oslo. Je n'ai jamais eu la religion des territoires et j'ai marché. Malheureusement, on a été tellement douché par les attentats du Hamas, sur lesquels finalement Arafat louvoyait pour obtenir encore davantage de Rabin et Peres. On a tellement été douché par le geste de Sharon par rapport à Gaza, qu'il espérait justement que Gaza soit transformé en une sorte de laboratoire de paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Hamas a viré l'autorité palestinienne et a lancé des bordées de missiles. Donc ce que je veux vous dire... Peut-être que ça aurait été possible aussi si Ariel Sharon n'avait pas eu ce problème de santé qu'il a sorti de la scène politique bien précocement. On pourrait dire beaucoup de choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immense majorité du peuple israélien serait d'accord pour des compromis territoriaux très douloureux, pour une paix définitive, pas pour revenir sur une situation où, au contraire, la partie adverse, totalement irrédentiste, s'en servirait pour à nouveau attaquer. Il faut comprendre cela. Et moi, de mon point de vue, et je terminerai là-dessus. Avec la colonisation. C'est déjà difficile. C'est déjà énormément difficile. Mais mon sentiment, c'est que malgré les problèmes religieux, malgré les problèmes territoriaux d'une terre que deux peuples aiment tout autant, s'il n'y avait pas des gens qui, à l'extérieur, jettent de l'huile sur le feu et sont plus palestiniens que les Palestiniens, je pense qu'on avancerait davantage. Alors, mais c'est trop facile. Sur ce point, effectivement, beaucoup de Palestiniens sur place considèrent qu'en France, on en fait peut-être un peu trop. Voilà. Mais cette question, alors je relève votre incise. Je relève votre incise auprès de Gilles-William Gonadel. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie? Quel acte aujourd'hui justifie la politique menée par Benyamin Netanyahou de poursuite de la colonisation qui est dénoncée par tous ses partenaires, à commencer par le partenaire américain? Oui, enfin les partenaires américains. Les partenaires américains sont quand même un tout petit peu, ont un peu plus de sens critique qu'en Europe, parce qu'en même temps qu'ils dénoncent les gestes israéliens dans le cadre d'une dialectique perverse, où Netanyahou, c'est vrai qu'il est en difficulté, mais il est en difficulté par rapport à sa droite, les Américains dénoncent tout autant les attentats et le discours de haine, y compris celui de l'autorité palestinienne récemment. Moi, j'aimerais qu'en France, on ait autant d'esprit critique à l'égard de la partie palestinienne qu'on a, alors là, de manière totalement acérée, à l'égard de la partie israélienne. Pourquoi, je vais vous donner la parole, Esther Benbassa, mais juste pour avancer parce qu'il nous reste peu de temps, pourquoi ne pas plutôt soutenir la démarche de Laurent Fabius qui a la proposition de l'autorité palestinienne de faire voter par le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui prévoit un délai de 18 mois pour le retrait définitif d'Israël de ce qu'il considère comme les territoires occupés. Laurent Fabius propose une contre-résolution et une relance du processus de paix et une conférence de paix à Paris. Pourquoi ne pas soutenir plutôt cette démarche-là que lancer la résolution qui sera votée demain? Écoutez, d'abord, au Caire, cette année, M. Fabius a tenu un discours très proche de ce que nous proposons. Il a dit qu'il faut reconnaître l'État palestinien. D'accord, il y aura des pourparlers peut-être. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je crois que c'est un signal symbolique qu'on envoie. Au Conseil de sécurité, il y aura le veto américain, probablement. Et cette mobilisation en Europe montre également qu'on ne peut pas seulement se contenter de donner de l'argent pour, n'est-ce pas, reconstruire Gaza, et qu'il faut passer aux actes, et que c'est l'étape numéro 1, et qu'on va aller de l'avant, et que la colonisation, si elle continue, je suis convaincue qu'il n'y aura pas d'État palestinien, parce qu'il ne sera pas viable. Olivier Faure, d'un mot, et ensuite Philippe Viquier. Tout ça n'est pas contradictoire. Il y a la nécessité aujourd'hui de créer une prise de conscience qui soit internationale. Et nous y contribuons par cette résolution. Et nous devons faire en sorte qu'effectivement, nous évitions aussi une radicalisation des deux parties, israéliennes et palestiniennes, parce que ce qui se passe depuis trop longtemps sur ce territoire, c'est qu'on a d'un côté, en fait, une droite israélienne qui utilise le Hamas pour pouvoir justifier sa politique, et de l'autre, on a un Hamas qui
n'a qu'à se baisser pour ramasser en fait des enfants qui naissent et qui vivent dans un territoire occupé dans lequel ils vivent même plus décemment. Et donc, qui les forment aussi à les tuer. Qui les forment bien sûr à les tuer, mais il faut donc à un moment donné qu'on sorte de cette logique-là de double radicalisation qui conduit au pire. Philippe Vigier, d'un mot. Ce qui est dommage, c'est que la diplomatie européenne avait une chance formidable, je le répète, avec la mise en place de cette nouvelle commission. Laurent Fabius aurait dû nous dire la semaine dernière à l'Assemblée, j'ai fait le tour des capitales européennes. Et on va voir comment on pourra mettre tout le monde autour de la table. Or, il ne l'a pas fait. C'est ce qu'on a bien vu. On n'a plus le temps. Pardonnez-moi, mais regardez, tous les jours, il y a des attentats. C'est la meilleure façon de faire peser, y compris sur l'Union européenne. Non, ne croyez pas une seconde, mais... Moi, j'ai beaucoup de tristesse dans cette affaire parce que tout le monde est pour la paix et je pense qu'en fait, cette résolution ne servira pas la paix et risque d'exacerber malheureusement les haines et les tensions. Merci à tous les quatre.